3 février 1997, 52 rue des Saints-Pères, Paris. Les rues de la ville se vident, sous l'effet du vent glacé de ce début de nuit d'hiver. Étonnamment, les alentours du portail de l'hôtel de Cavois grouillent de monde. 200 journalistes, radio, télé, presse écrite s'agglutinent devant la porte. Ils attendent Bernard Tapie. Et au milieu de la foule surnagent quelques policiers qui tentent de maintenir un semblant de circulation dans la rue. Tapie à l'intérieur, l'homme d'affaires entr'ouvre le rideau à l'étage pour regarder ce que Mitterrand appelle la meute en parlant des journalistes. Les traits creusés par ces derniers mois, l'homme soupire devant le spectacle qu'il va bientôt donner à la presse. Reclus avec femme et enfants dans son 3 pièces, après la saisie des meubles de son hôtel particulier par le Crédit Lyonnais, il attend. Stéphane, son fils, lui fait signe, il est temps de partir. Il l'embrasse et serre ses autres enfants dans les bras. Comme prévu, Stéphane part devant avec sa voiture. Amassés devant la porte, les journalistes voient le fils aîné des Tapie sortir au volant de sa Renault noire. Si l'air impassible du conducteur ne semble pas les intéresser, c'est sans doute qu'ils attendent l'autre voiture, celle de son père. Elle ne partira jamais. Devant le palais de justice, Stéphane s'arrête en double file avant d'ouvrir le coffre et d'en extraire son père. Bernard en sort donc, endolori, avant de monter les marches du palais de justice où il doit se rendre pour son incarcération immédiate. Quand il ressort, menottes au poing, il ne jette même pas un regard vers son fils. Mais une fois dans le wagon de police, Tapie ne peut s'empêcher de jeter un œil à travers les vitres grillagées. Seul et hébété au milieu de la rue du Palais, comme perdu, son fils Stéphane sanglote. Dernière image de la liberté pour Tapie. Je vous emmène aujourd'hui dans ce 2e et dernier épisode de la vie de l'entrepreneur Bernard Tapie. Tapie est au sommet de sa gloire en cette fin des années 80, mais la chute en sera d'autant plus dure et violente pour ce personnage romanesque. Bienvenue sur l'apprenti évidemment. Je vous apprends tous les secrets des entrepreneurs en moins de 30 minutes tous les jeudis et le tout en s'amusant. Je m'appelle Laurent Broye et je suis entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti, c'est aussi et avant tout un podcast produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de ceux et celles qui entreprennent. Et pour finir, n'oubliez pas que j'ai un Patreon, donc patreon.com/l'apprenti, si vous souhaitez m'aider et financer ce podcast. Un grand merci. Le Tapie des années 90, avant d'être prisonnier derrière la vitre d'un fourgon de police, s'affiche d'abord sur le petit écran. Bonsoir. Notre invité de ce soir est l'un des hommes les plus connus de France, mais paradoxalement, c'est aussi l'un des plus mal connus. C'est le lot de tous ceux qu'on voit partout, de ceux qui, comme vous, Monsieur Tapie, ont une apparence forte. On ne cherche pas toujours à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le célèbre repreneur d'entreprise, l'homme qui vient d'entrer en politique après un débat contre Jean-Marie Le Pen, le patron de club de football, s'affirme comme une star des années 90. Son club, l'OM, remporte titre sur titre et commence à se faire un nom en Europe. Bernard Tapie fait même partie des Français les plus connus et préférés, au même titre qu'Alain Delon ou Johnny Hallyday. Qui plus est, son activité de repreneur lui a permis d'entrer dans le Gotha très fermé des plus grandes fortunes françaises. Bref, tout sourit au petit prolo du Bourget. Un gamin de banlieue à l'ambition énorme, un appétit emblématique du personnage. Tout le monde sait que c'est difficile de s'en sortir aujourd'hui quand on a l'appétit de Bernard Tapie et le caractère de Cantona. Et de l'appétit, il faut en avoir pour avaler le gros morceau qui arrive. À la fin des années 80, un banquier d'affaires lui glisse le tuyau du siècle. Adidas, la célèbre marque de sport, est à vendre. Bernard saisit aussitôt l'opportunité, celle de rentrer dans la cour des grands industriels. En gros, l'équivalent de maître de l'univers pour l'homme d'affaires. Le voilà donc en route vers Herzogenaurach, petite ville de Bavière avec son apporteur d'affaires de la BNP. Un premier vol qui sera suivi de beaucoup d'autres. Bernard multiplie les allers-retours
pour tenter de convaincre les héritiers du fondateur de vendre. Bon, Adidas à l'époque, c'est 9000 personnes pour un CA de 2,3 milliards d'euros. Depuis la mort du fils du fondateur en 1987, Adidas souffre. Les héritiers de la firme se déchirent alors que Nike et Reebok, qui ont exporté leur production en Chine, lui arrachent part de marché sur part de marché. Bernard Tapie est pourtant bien décidé à emporter l'affaire. Après 2 mois d'efforts, il réussit tant bien que mal à réunir dans une même pièce les 5 héritiers de l'empire Adidas. Un exploit, et malgré le nombre de personnes dans la pièce, les 4 sœurs, l'oncle, les avocats d'affaires et les banquiers, l'ambiance reste étonnamment glaciale. Tapie est bien décidé à faire monter la température. La langue de la réunion est en anglais, une langue que Tapie maîtrise mal, qu'importe. Son banquier traduira, lui sait que ce qui compte, ce sont moins les mots que l'intonation qu'il y met. Bonjour à tous. Ça fait déjà 2 mois que nous discutons et je crois que vous appréciez ce que vous avez entendu pour le moment. Alors Adidas est une grande marque et vous en êtes les représentants. C'est à ce titre que je vous fais cette proposition dont votre regretté père, Horst Dassler, n'aurait pas à rougir. Je m'engage donc à investir 1 milliard de francs d'ici 1 an et de laisser le siège en Bavière et le tout sans supprimer d'emplois. Et j'oubliais, cerise sur le gâteau, vous pourrez, vous et vos descendants, faire vos courses dans les magasins Adidas à vie. Si le visage reste fermé, force est de constater que plusieurs nuques s'inclinent en signe d'acquiescement. Quelques semaines plus tard, Tapie signe le deal. Adidas est donc vendu 1,6 milliard de francs, le chiffre semble énorme et pourtant, il est bien en deçà de la valeur réelle du groupe. Rien n'est négligé pour annoncer le rachat d'Adidas par Bernard Tapie Finance. Le 7 juillet 1990, à la veille de la finale de la Coupe du Monde de football, le Brésilien João Havelange, président de la Fédération internationale de football, donc la FIFA, annonce « Les responsables d'Adidas ont une grande nouvelle à vous communiquer. » Côte à côte, le président du conseil de surveillance et le directeur exécutif d'Adidas prennent la parole. Pour assurer la continuité de la société, nous avons décidé de vendre 80% des parts du capital d'Adidas à Bernard Tapie Finance. En face, Tapie est radieux dans son complet croisé beige. C'est probablement le plus beau jour de sa vie. Devenir leader mondial du sport lui a pris 9 mois et il compte bien y rester au moins 10 ans. Un engagement qu'il prend devant les Français, les Allemands, les salariés d'Adidas, les clients de l'enseigne, bref, devant le monde entier. D'abord, elle correspond bien à ce que j'aime. C'est une vraie société qui fait du sport et elle est très politique. C'est une démarche qui est beaucoup plus stratégie politique à l'échelle mondiale que quand je vends des piles. Croix de bois, croix de fer, il n'est pas prêt de raccrocher les crampons. Sauf qu'un autre scénario est en train de se mettre en place. Le démantèlement de Bernard Tapie Finance. Une fois dans la place, Bernard Tapie se rend vite compte que les choses ne sont pas simples. Et c'est un euphémisme. En premier, il faut bien avouer qu'il a les yeux plus gros que le ventre. Même acheté au rabais, Adidas lui coûte cher. À court de liquidité pour payer son acquisition, il emprunte l'essentiel de la valeur d'achat, soit 1,6 milliard de francs sur 2 ans seulement. Un emprunt qu'il doit rembourser chaque mois. L'affaire de sa vie se transforme très vite en gouffre financier pour sa holding. Conscient des enjeux et contrairement à son habitude, Tapie s'investit énormément chez Adidas la première année. Il restructure, coupe, vend, licencie et ce, malgré ses promesses. Du tapis dans le texte, pour faire simple. Mais les résultats sont là. L'équipementier sportif fait un excellent démarrage de saison pour la première fois depuis longtemps. Dans la foulée, le logo d'Adidas est simplifié, les collections sont rajeunies et les vêtements emblématiques de la marque sont relancés. Le plan de restructuration et la délocalisation en Asie portent leurs fruits. 2 ans plus tard, Adidas est à nouveau en croissance et renoue très vite avec les bénéfices. Une success story pour un Bernard Tapie qui se voit bientôt l'égal d'un Bill Gates ou d'un Richard Branson ou bien même
d'un président de la République. Et c'est là que le bas blesse. Le député Tapie, élu en 1989, commence à afficher des ambitions démesurées. Le Nouvel Observateur ne s'y trompe pas, qui affiche sur sa une le 25 janvier 1990 « Tapie, l'homme qui veut être président ». L'homme d'affaires qui a su séduire le président Mitterrand devient ministre de la Ville en 1992 sous le gouvernement Bérégovoy. Tapie est à son apogée. Média, business, politique, il est partout. Le vendeur de télé du Bourget voit son nom côtoyer celui des énarques et autres hauts fonctionnaires. Un milieu feutré qui s'accommode peu du style du nouvel arrivant, fort en gueule et aux prises de parole clivantes. Il a beau répondre aux desiderata de Mitterrand, qui lui demande de se retirer des affaires, cela ne suffit pas. Le businessman rattrapé par les affaires est mis une première fois en examen. Il démissionne, puis blanchi, il redevient ministre. Pour finalement quitter le gouvernement définitivement le 28 mars 1993. Bernard Tapie n'aura fait en tout et pour tout que 5 mois comme ministre. Un mandat court pour un prix qu'il va payer cher, très cher même. Et ce prix, la vente de toutes ses participations dans les affaires à la demande du président, dont celle emblématique d'Adidas. Il s'était engagé à rester 10 ans chez Adidas. Les 10 années qui vont suivre vont être celles de l'enfer. « 28 juillet 1994, 8h03 Paris. Le concierge de la rue des Saints-Pères se retrouve nez à nez avec une étrange armada. Devant la porte s'impatientent un commissaire de police, un huissier, un commissaire-priseur et une douzaine de déménageurs. Ils sont venus saisir les meubles de Bernard Tapie sur ordre du Crédit Lyonnais. Le concierge enquête de surprise, puis court aussitôt réveiller son patron. Le député, pris au saut du lit, fulmine. Il presse sa femme, Dominique, de s'habiller. Lui-même saute dans un jean avant de débarquer dans la cour de son hôtel particulier. Mais impuissant pour la première fois depuis longtemps, il ne peut que constater les dégâts. Le balai des déménageurs commence sous ses yeux. Ils embarquent tout ce qui n'est pas le strict minimum pour vivre. Les cris et menaces de Bernard sur les officiels n'y font absolument rien. À la fin de la journée, la colère de Bernard résonne encore dans des pièces désormais vides. Une statue bien emballée et des miroirs, les derniers objets à être embarqués sont trop imposants pour l'être à l'abri des regards. Le camion de déménagement ne passe pas sous le porche de l'hôtel particulier de Bernard Tapie. Il est 17h, les transporteurs viennent de terminer une journée qu'ils ont débutée tôt ce matin. Il faut bien comprendre que ce qui se passe ce matin-là n'est pas vraiment une surprise. Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre le Crédit Lyonnais et son partenaire Bernard Tapie. Quand Bernard Tapie se sépare dans les affaires à la demande du président Mitterrand, il se fait, disons-le carrément, rouler dans la farine par le Crédit Lyonnais. La banque, par des montages habiles de sociétés offshore, rachète ses parts pour un prix minime, puis les revend à l'homme d'affaires Robert Louis Dreyfus avec une plus-value considérable. L'arroseur est arrosé. Pour autant, le Crédit Lyonnais ne s'en sort pas indemne. D'une manière générale, la banque subit depuis plusieurs années une gestion catastrophique, gestion qui l'amène à la quasi-faillite. Sans couverture, elle lâche donc totalement Bernard Tapie, prétextant un problème de documents non fournis dans les délais requis. Tapie est ruiné et publiquement humilié par le Crédit Lyonnais devant les caméras de la France entière. Sans soutien, c'est donc sans surprise que sa chute continue irrémédiablement. Lâché par la gauche puis par la droite, le 14 décembre 1994, Bernard Tapie est mis en liquidation personnelle par le tribunal de commerce et devient inéligible pour 5 ans. L'affaire du match truqué OM Valenciennes de 1993 lui porte le coup de grâce. Le 28 novembre 1995, la cour d'appel de Douai le condamne pour complicité de corruption et subornation de témoins à 2 ans d'emprisonnement, dont 8 mois fermes, 3 ans d'inéligibilité et 20 000 francs d'amende. Pour faire simple, c'est la peine la plus lourde jamais prononcée en France dans une affaire de football. Une peine d'ailleurs jugée disproportionnée par de nombreux spécialistes judiciaires.
comblard, j'ai rencard avec nanar. Appelle les Starves, la Bruno ou Escobar. Toucher mais pas couler, merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis. Et donc, en 96, il est condamné pour abus de biens sociaux dans l'affaire de société d'instruments de pesage Testu. Et le 4 juin 1997, pour fraude fiscale avec sa société exploitant son bateau, le Phocéen. Les condamnations tombent comme des petits pains sur Bernard Tapie, mais c'est celle de l'affaire OM Valenciennes qui l'amène en prison ce jour de février 1997. Il est même accueilli en héros, en février 1997, à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Tapie, scandent les détenus. Pour Bernard, il y a méprise. Il n'est pas des leurs. Pour la justice, il en va autrement. Bernard passe la moitié de l'année 1997 en prison. En cage, le lion dépérit. Il a besoin d'espace. Cette prison où s'entassent plus de 1000 détenus, alors qu'elle est prévue pour moitié moins, est un enfer pour lui. Parfois, il passe des heures collé au sol pour tenter de percevoir le courant d'air sous la porte de sa cellule. Pourtant, le lion couché au sol n'est pas mort. Il lui reste un dernier combat, retrouver son honneur et son argent. Quel beau voyage. Quel beau voyage tu m'as fait faire. Je pars, je suis mort. Je reviens, il y a la vie, il y a l'amour, il y a tout. C'est inimaginable. À peu de choses près, on pourrait dire que la sortie de prison de Bernard correspond à sa sortie dans les salles. Interdit de football, de direction d'entreprise et inéligible, Tapie se révèle dans le cinéma en éternel homme de spectacle. Claude Lelouch lui offre un rôle à sa taille et surtout un incroyable duo avec Fabrice Lucchini. Le succès lui permet d'enchaîner une carrière de comédien au théâtre où il interprète notamment le rôle principal dans l'adaptation française de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais c'est un autre rôle qu'il va tenir les 20 années suivantes, celui de David contre Goliath, Bernard contre le Crédit Lyonnais. Suite à la vente d'Adidas, Tapie se sent profondément floué. Il réclame à la banque d'abord 200, puis 900 millions d'euros pour avoir œuvré dans son dos. La suite n'est qu'un feuilleton judiciaire sans fin. En 2005, la Cour d'appel condamne la CDR, le consortium de réalisation créé pour sauver le Crédit Lyonnais, à payer 135 millions d'euros à Tapie. La Cour de cassation casse cet arrêt en 2006. Et on continue. En 2008, la CDR accepte un arbitrage privé avec Tapie, le tout avec le soutien de la ministre des Finances, Christine Lagarde. À l'issue de l'arbitrage, la CDR doit alors verser 400 millions d'euros à l'homme d'affaires. Mais en 2013, l'arbitrage est annulé pour escroquerie en bande organisée. Parmi les 3 juges de l'arbitrage, un juge est accusé de conflit d'intérêts. Et en 2015, Tapie est condamné à rembourser les 400 millions d'euros. La décision est définitive. Ça me paraît évident, il ne peut pas rembourser aujourd'hui 400 millions d'euros. Il n'a pas ça sur lui, il n'a pas ça en patrimoine. Et même si on comptabilise tout ce qui a déjà été saisi, on arrivera à 100 ou 150 millions d'euros. On est très loin du compte. Alors on peut encore lui saisir son superbe hôtel particulier de Saint-Germain-des-Prés, mais on sera toujours très loin du compte. Comme vous l'entendez, c'est un peu compliqué pour Bernard Tapie, notamment pour rembourser toutes ces sommes. En 2020 d'ailleurs, les sociétés de Bernard Tapie sont placées en liquidation judiciaire. Il doit alors se résoudre à vendre son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, sa villa à Saint-Tropez ou encore le groupe de médias La Provence. L'homme est ruiné, tant par les soucis d'argent que les soucis de santé. Été 2017, la Mandala, Saint-Tropez. Bernard Tapie joue avec ses 2 chiens. Il court heureux dans sa propriété libre. Piscine, terrain immense, accès direct à la plage. Malgré ses déboires financiers, le gamin du Bourget sait profiter de ce qu'il possède encore. Alors qu'il renvoie un énième morceau de bois à Boboy, il déglutit, péniblement. Gêné, Bernard n'y prête pas plus attention que cela, il a faim. Il passe alors à table et tout à son plaisir de l'été engloutit sa salade César. Faut dire que l'homme mange aussi vite qu'il parle et parle aussi vite qu'il mange. Brutalement, il s'étouffe. Chaque déglutition est un problème. Il cherche désespérément l'air. Il n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'hôpital. Le diagnostic tombe.
cancer de l'estomac et de l'œsophage. Les médecins donnent alors à Bernard Tapie 1 an, maximum 2. Tapie le sait, il a peu de chances de réchapper d'un double cancer aussi avancé. Pourtant, encore une fois, Tapie déjoue les pronostics. Il subit alors une première opération où on lui enlève les 3/4 de l'estomac et la moitié de l'œsophage. À son réveil, il grimace. La douleur est intolérable. Il presse alors par 2 fois la pompe à morphine comme l'infirmière lui a montré. La douleur s'efface. L'homme part dans les vapes. Pour Bernard, c'est impossible. Il a besoin de toute sa conscience pour lutter. Jamais plus il n'appuiera sur ce bouton. Il préfère désormais affronter son cancer la tête lucide. L'homme n'est pas masochiste. S'il refuse les antidouleurs, c'est par conviction. Le Duromal considère que la souffrance doit être affrontée l'esprit clair. Le 3 octobre 2021, après 4 ans de lutte acharnée, et malgré les prévisions des médecins, il perd quand même son dernier combat contre la mort. Entouré des siens, il s'éteint dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères. L'enfant du Bourget, le redresseur d'entreprise, le directeur de l'OM, meurt après 78 ans d'une vie intense. Une vie que Bernard a toujours vécue pleinement, que ce soit dans les plus grandes joies ou dans les pires difficultés. Une vie et une mort saluées par sa ville d'adoption, Marseille. Pour l'OM, c'était un grand monsieur. On n'a à jamais les premiers, point final. Une vie saluée plus discrètement, mais non moins sincèrement, par toute une génération d'entrepreneurs, Xavier Niel, Jacques-Antoine Grandjean ou bien Marc Simoncini. Tous lui doivent d'avoir incarné le goût du risque, l'ambition, la démesure. Une vie d'entrepreneur qui a inspiré des générations d'hommes et de femmes. Et ça, c'est une autre histoire. Alors pour terminer, un grand merci aux contributeurs du Patreon pour leur confiance. Florent Le Tourneur, Ingrid Mussignato, Mélina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte et Sarah. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.